Parles-tu d'argent dans ton couple ? 40% des couples ne discutent jamais de l'organisation de leurs finances. Aujourd'hui, tu vas voir comment ce tabou crée plein de problèmes financiers, sexistes et amoureux dans ta relation et comment reprendre le pouvoir sur ton argent. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Titu Lecoq pour parler de thunes, de fric, d'argent, mais avec un angle déculpabilisant et surtout féministe. Salut Titu. Salut. D'ailleurs, pour que je devienne un allié féministe super riche, abonnez-vous à ce podcast. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es journaliste, mais surtout autrice de nombreux livres sur le féminisme. Et tu as notamment créé un mini podcast de 8 épisodes qui s'appelle Rends l'argent, que j'ai dévoré clairement, où tu enquêtes sur l'argent dans le couple en posant les questions qui fâchent et comment assainir votre rapport à l'argent dans son couple. Et il y a cette stat que j'ai citée qui me fait hérisser les poils, que 40% des couples ne discutent jamais de l'organisation de leur argent. Toi, t'en faisais partie, t'étais flippé de l'argent, ton mec aussi apparemment. Pourquoi tu t'es lancé dans cette analyse financière de ton couple, de qui paie quoi, qui gère les finances pourquoi tu as lancé ce podcast ? Alors, je crois que c'est venu, en fait, de mes 2 derniers livres qui se sont croisés. L'avant-dernier, c'était Libéré, c'était sur les tâches ménagères. Et je me rendais compte que ce qui revenait, en fait, c'était quand même un différentiel de revenus. C'est-à-dire que celui qui en faisait le moins dans la maison, c'était celui qui rapportait le plus d'argent. Et je me suis dit, j'ai quand même écrit tout un livre sur cette inégalité et j'ai pas parlé d'argent, quoi. Et en fait, d'un coup, ça m'a paru assez fou. Et ça m'a paru fou parce que mon autre livre que j'avais écrit, vraiment le tout dernier à ce moment-là, c'était une biographie de Balzac. C'était une biographie financière de Balzac. Et donc, c'était vraiment Balzac par son porte-monnaie et l'argent, c'était hyper important pour Honoré. C'était vraiment, enfin voilà. Et donc j'avais été obligée de me poser, moi, en écrivant sur Balzac, la question de moi, comment je négocie mes contrats et machin, etc. Enfin bon. Et d'un coup, je me suis dit, mais moi et l'argent, en fait, je suis vraiment une quiche, quoi. Et donc, je me suis dit, je suis une quiche et en même temps, tiens, je fais plus de tâches ménagères. Et alors, ça rejoint cette idée. J'ai, mais, et en fait, on s'est jamais posé la question dans mon couple de comment faire, comment gérer nos finances. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, c'est un super sujet et j'avais envie de faire un podcast et je me suis dit, ça peut être une bonne manière de le traiter. C'est vrai que c'est marrant à quel point c'est un peu le dernier sujet tabou chez les féministes, alors que forcément que l'argent c'est un truc de pouvoir central. Et vous, par exemple, donc toi, t'es quand même ultra féministe, et vous aviez pas de compte commun. Tu dis, à la place, vous aviez un meuble dans l'entrée où vous posiez les factures et chacun payait son tour, quoi. Ouais, le meuble à merdouille. Et on n'avait pas de compte commun. Mais ça, c'était intéressant aussi. En fait, c'est un exercice de psychanalyse qu'on peut tous faire et toutes faire. C'est se demander, en fait, quel est mon rapport à moi, à l'argent. Et moi, dans le truc de compte commun, en fait, je suis allée interviewer ma mère, j'ai demandé à ma sœur, enfin, tu vois, je suis allée chercher, genre, comment mes parents faisaient. Parce que j'en avais aucune idée. Quand t'es petit, tu te demandes pas comment tes parents gèrent l'argent. Et en fait, je me suis rendu compte que mes parents n'avaient pas de compte commun et qu'il y avait quand même un truc pour moi qui était lié à mon indépendance de femme passe par le fait de refuser d'avoir un compte commun. Et en fait, ça n'a pas du tout réussi à ma mère quand ils sont divorcés. Et après, je me suis dit, mais je suis vraiment idiote quand même. J'ai l'exemple de ma mère de c'était pas bien de faire ça et je le fais quand même. Et voilà. Et en fait, je me dis, mais même avec nos potes, c'est des questions qu'on se pose pas. Genre, comment vous faites, vous, pour l'argent? Qui paye quoi pour les vacances? Enfin, il y a des tonnes de sujets et en fait, on n'en parle jamais, quoi. Ouais. Puis c'est pas juste de la masturbation intellectuelle, ça a des conséquences dramatiques sur les vies des gens. Donc on va en parler. Mais par exemple, c'est vrai que vous, aucun des deux ne savait, comme plein de couples en fait, combien vous dépensiez. Du coup, les deux ont l'impression de payer plus que l'autre. Donc bonjour les engueulades, j'imagine. Mais en plus, voilà, vous aviez acheté un appart, vous avez des enfants, quoi. Moi, j'allais dire ça me semble assez irresponsable en fait. Et en fait, c'est assez courant, quoi. Alors, c'est plus courant que ce que je pensais et enfin, t'as vraiment les deux extrêmes, quoi. En gros, dans le paysage des couples en France, t'as soit les gens qui s'en sont pas du tout occupés comme nous et qui n'en parlent pas, ou alors les gens mais c'est lié, qui veulent pas non plus s'en occuper, qui ont trouvé une autre solution pour pas s'en occuper, c'est de tout faire en commun.
Donc, c'est des couples qui n'ont plus de compte individuel, ils n'ont qu'un compte commun. Les salaires, tout l'argent va sur le compte commun. Les deux y ont accès, voilà. Et quand tu leur demandes pourquoi vous faites ça, parce que moi, évidemment, ça me fait super flipper, ils t'expliquent, et c'est assez logique, c'est on ne veut pas se prendre la tête, on veut pas compter. Et en fait, si tu veux pas faire tes comptes, et bah ouais, t'es à deux, tu mets tout en commun, t'as plus de gestion à faire de qui paye quoi. Donc c'est les deux extrêmes. Donc, chez les deux, t'as un tabou quoi. Voilà, en fait, c'est les deux manières de pas gérer quoi. Bon, bien sûr, le but c'est pas de dire il y a une meilleure manière qu'une autre. Voilà, vous selon votre couple, le but c'est surtout que ça convienne aux deux et que ce soit choisi et pas subi. Avant d'expliquer plein d'exemples concrets de comment ça peut avoir un impact sur votre couple, voire le détruire pour être un peu dramatique, mais c'est pas faux. Pour moi, c'est important d'expliquer aux gens, voilà, pourquoi, quel impact ça peut avoir et pourquoi, ils ont intérêt à écouter ce podcast jusqu'au bout pour avoir des solutions. Parce qu'on se rend pas forcément compte des conséquences des problèmes que ça peut créer de pas organiser les finances de ton couple. Parce que, au-delà de tensions que ça peut créer, voire des rapports de domination, ça a plein de conséquences financières. Voilà, si vous vous séparez, s'il y en a un qui meurt pour protéger vos éventuels enfants, et même dès aujourd'hui, peut-être tu fais entuber dans ton couple et involontairement, mais tu le sais même pas. Donc on va voir 3 exemples. Le premier, c'est toi, tu dis que vous étiez ni marié ni pacsé, et à cause de ton podcast, vous avez décidé de vous paxer. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ce podcast de manière très sérieuse et notamment on est allé voir un notaire et le notaire nous a dit non mais le notaire les bras lui en tombaient, je pense vraiment il était au bout de sa vie quand il m'a parlé, il m'a dit mais vous êtes sérieuse? Et donc il a dit évidemment faut d'abord vous paxer. En fait ce qui protège le mieux c'est le mariage. Donc on est quand même dans un truc un peu à l'ancienne. Ouais. Mais bon le pax c'est déjà mieux que rien. Au cas où l'un des deux meurt, tu veux dire ou voilà, et en plus c'est des trucs qu'on s'était dit, on avait été très marqués au moment des attentats en fait en 2015 et on s'était dit à ce moment-là mais c'est vrai que si l'un des deux avait été au Bataclan, qu'est-ce qui se passe quoi concrètement et voilà, il faut faire quelque chose, donc il faut faire un pax, et puis en fait on a laissé traîner, on s'en est jamais occupé. Donc voilà, donc on s'est dit il faut faire le pax, le mieux est évidemment de faire aussi un testament. C'est hyper joyeux comme discussion, mais je pense que c'est aussi pour ça que les gens n'ont pas envie de la voir. Oui, t'as pas envie d'envisager ni la mort de l'autre, ni un divorce. Voilà, mais il faut le faire et c'est hyper. Moi je trouve ça un soulagement de s'en occuper, de se dire ce truc-là est réglé et on n'est pas dans le flou quoi. Et en fait, t'as aussi ce truc sur l'argent pour les gens comme moi qui sont un peu flippés. C'est un peu paradoxal de se dire, ça me fait tellement peur que je préfère rester dans le brouillard. Mais en fait, le brouillard, ça fait peur et ça engendre de la peur supplémentaire. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, on sort du brouillard, on met tout à plat et on prévoit le pire de ce qui puisse se passer parce que voilà, c'est comme ça qu'on est adulte. Et puis après, tu seras tranquille, quoi. T'es pas obligé d'être non plus. Moi, je suis un peu à l'autre extrême, je pense. Je sais pas, je me suis vachement passionné pour l'argent depuis quelques années. Et en tout cas, le gérer dans notre couple. Et moi, je trouve cet exemple super drôle, un peu comme vous, mais vous avez fait mieux que eux. Ma chérie, ses parents, ils sont vachement 68 ards et tout. Et en fait, ils sont pas mariés pendant toute leur vie. Et ils se sont mariés qu'il y a quelques années, à 60, 65 ans. Parce qu'ils se sont rendus compte que s'il y en a un des deux qui meurt, en fait, l'autre, il touchera rien alors qu'ils ont vécu ensemble 40 ans, qu'ils ont des enfants et tout, quoi. Donc ça va, en fait, t'étais en avance. Une autre stat qui m'a choqué, qui peut vous donner envie d'en parler, c'est une étude de la banque suisse UBS que tu cites, où 80% des femmes veuves ou divorcées regrettent de ne pas s'être impliquées davantage dans les décisions financières à long terme. Parce qu'un deuxième exemple fréquent, c'est le divorce, où les femmes, on parle de couples hétéros là, sont souvent perdantes. Pourquoi les femmes sont souvent perdantes pendant les divorces ? Alors il y a un ensemble de c'est très complexe parce qu'il y a des choses aussi un peu systémiques où on leur donne quand même majoritairement tort. On a l'impression parce qu'il y a un discours masculiniste qui nous dit la justice est pour les femmes, etc., machin, et c'est les hommes qui souffrent et tout. En fait, quand on prend les chiffres, c'est faux et ça tranche quand même largement en faveur des hommes. Mais dans la gestion quotidienne, en fait, dans le couple hétéro, en général, celui qui a le moins de revenus, c'est la femme qui gagne moins d'argent. Ouais. C'est là où c'est lié aussi aux tâches ménagères, qui fait que du coup on va prendre plus en charge la maison, et plus on prend en charge la maison, moins on va s'investir à l'extérieur, moins on va gagner d'argent, etc. Bref. Et dans la répartition qui est vraiment assez flagrante des dépenses,
Quand tu es celle qui gagne le moins d'argent et que, par exemple, faut acheter la voiture ou faire un gros emprunt, on se dit, bah non, moi, j'ai pas les finances pour. Donc, très souvent, c'est le mec qui dit, bah, moi, je vais faire l'emprunt et je vais acheter la voiture. Et puis, à côté de ça, bah, la femme qui a moins de revenus se dit, bah, moi, je paye les petites choses, quoi. Donc, je vais payer les courses de samedi ou quand il faut racheter des yaourts ou les paquets de couches-culottes, etc. Je fais en fonction de mes revenus. Et il y a plein de gens qui le font de manière comme ça, un peu intuitive. En réalité, il faudrait faire exactement l'inverse. Parce qu'en cas de séparation, eh ben, on va voir qui a payé quoi. Donc, par exemple, l'homme aura payé le crédit de la voiture, donc il repart avec la voiture. La femme qui a payé les pots de yaourt, eh ben, elle repart avec rien. Et même si en soi, elle a payé autant que le mec, tu vois. Bah, même si en soi, en définitive, c'est parce que elle a payé les pots de yaourt, sans doute qu'il a pu, et qu'elle faisait le travail ménager, qu'il a pu effectivement acheter la voiture. Alors après, tu as des systèmes de compensation et de pension qu'on peut demander, mais qui sont difficiles à obtenir. En fait, le mieux, ça serait quand vous êtes celle qui gagne le moins d'argent dans votre couple, vous avez intérêt à être la personne qui va le plus investir et se faire du patrimoine. Et donc, ce qui est le truc inverse, on se dit, bah, je suis pauvre, je peux pas me faire de patrimoine. Bah non, il faut en faire au contraire. Donc, s'il y a un achat, par exemple, de voiture, vous avez intérêt à rembourser le plus possible du crédit de la voiture en disant, bah, je paye moins les pots de yaourt et les courses et les trucs qui rapportent rien parce que j'ai besoin d'investir pour me faire une petite cagnotte. Et parce que tu vas pas aller au tribunal et dire non, mais là, il y a aucune des factures de l'appart où c'est moi qui ai payé 50%, mais j'ai payé l'épicerie toutes les semaines, quoi. Alors peut-être que ça se trouve, c'est les mêmes montants, mais en fait, t'as pas mis ton argent au bon endroit, quoi. Ouais, tu peux, après, c'est plaidable au tribunal, mais tu rentres dans des trucs plus compliqués que si au départ tu t'es dit, bon, bah voilà, je rembourse tant de la voiture et puis toi, tu paieras plus les courses, quoi. Et donc tu dis, une des solutions pour un crédit immobilier, par exemple, bah, c'est d'avoir un compte joint pour avoir une trace de qui a payé votre appart et à quelle hauteur, quoi. Alors ça, il faut toujours avoir. Alors, faut garder des traces de tout. Alors c'est terrible, hein, mais les avocats vraiment disent, bah oui, mais il faut garder tout. Et donc il faut. Mais même dans un cas, cas tout simple qui est de. Le mec a acheté un appart, ils emménagent ensemble dans l'appart du mec qui est pas au nom de la nana. Bon, d'accord. Ouais. Et il y a des travaux à faire. Je sais pas, il y a une inondation, il y a un truc, il y a un machin. Et la fille se dit, ah bah oui, mais je vis aussi ici, c'est aussi chez moi, je vais payer les travaux normaux. Ah bah, gardez des traces de ce que vous avez payé parce qu'en vrai, vous avez investi dans ce bien qui n'est pas à vous. Donc, il faut garder des traces au cas où pour dire, bah voilà, en fait, j'avais quand même investi de l'argent. Et du coup, je trouve ça intéressant de se demander, ok, dans votre couple, qu'est-ce qui vous semble juste? Est-ce que ce qui vous semble juste, c'est de faire 50-50 ou proportionnellement à vos revenus? Et surtout de l'actualiser, quoi, parce que si ton salaire il monte ou il baisse, bah souvent on sera resté sur ok, on fait je sais pas 60-40, sauf qu'en fait peut-être que les revenus ils ont complètement changé et on oublie d'actualiser ce genre de truc, quoi. Oui, puis c'est aussi un moment où on se dit dans le couple, enfin tu vois, c'est politique en vrai comme décision, se dire est-ce que le plus juste c'est effectivement de faire 50-50 et ou alors se dire on fait de manière proportionnelle, ou alors il y a aussi moi ce qui m'intéressait c'était de se dire tu fais en fonction des revenus par exemple. Bon bah si tu gagnes 20% de plus que l'autre, tu payes 20% de plus des courses et tout ça. Bon, très bien. Mais tu peux te dire que cet écart de 20%, en vrai, il est plus important que ça parce que la personne qui gagne moins fait plus de tâches ménagères et ça peut arriver. Il y a des femmes qui le font, qui disent, moi, je veux visibiliser mon travail ménager. Donc, regarde combien ça te coûterait si on employait quelqu'un pour le faire de manière externe. Et je considère que je dois payer. Voilà. Donc, je dois payer encore moins. En fait, nos 20% d'écart, en vrai, c'est 30. Tu travailles gratuitement pour le couple. Voilà. Mais c'est des vraies discussions politiques de manière de voir les choses, etc. Tous les couples fonctionnent pas du tout de la même manière, mais au moins les mettre, les aborder, les mettre sur la table, je trouve ça intéressant. Ouais. C'est vrai que nous, je me rappelle très bien qu'on a écouté le podcast. Enfin, quand j'ai écouté le podcast et que je racontais à ma chérie, c'est trop bien, c'est vrai que c'est une petite dépense, mais moi déjà en tant que youtubeur, mes revenus c'est le yo-yo, donc c'est un peu compliqué. Et en plus, elle gagne plus de revenus, mais j'ai un peu plus de patrimoine. Mais du coup, par exemple, grâce à ton podcast Rends l'argent, moi j'ai proposé à payer plus que 50% des courses, ce qui est normal parce qu'en fait je télétravaille, donc forcément je mange plus à la maison, quoi. Ouais, c'est rigolo, mais ça fait partie, dans tous les trucs où on peut se demander comment faire pour que ce soit le plus juste possible pour les deux.
Un autre exemple, voilà, si c'est toi qui as le plus petit salaire du couple et que vous êtes marié ou pacsé, il y a 9 chances sur 10 que tu perdes de l'argent sur un truc super sexy, l'impôt à la source. Alors avant de fuir, vraiment c'est pas si compliqué, mais surtout tu peux gagner un peu d'argent. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'impôt à la source défavorise celui qui paie moins, qui a moins de revenus? Ouais, quand vous avez une déclaration d'impôt commune, c'est là où on se dit en fait à chaque fois qu'il y a une réforme, il devrait y avoir un point de vue féministe dessus pour aller vérifier est-ce que c'est pas en défaveur des femmes. Donc quand ils ont mis au point ce truc d'impôt à la source, en vrai, tu as 2 options possibles. Tu as l'impôt personnalisé ou individualisé. Alors déjà, les 2 mots, tu as l'impression que c'est la même chose, donc ça ne va pas du tout. Et en vrai, tu as une option où ils font la moyenne d'imposition et genre, ça, vous êtes imposable à 12%, ils prennent 12% chez chacun des 2. Ouais. Ça, c'est le taux individualisé qui, en fait, est un taux... Et en vrai, si tu prends enfin voilà. Ou alors, tu peux demander à ce que on calcule ton taux d'imposition à toi, et en vrai, c'est pas 12, c'est 8%, et parce que ton conjoint, c'est 16. Donc toi, disons, c'est 8%, et tu demandes à ce qu'on ne prenne que 8%. Et puis, du coup, ça fait que le conjoint, lui, sera davantage imposé. Ce truc-là, on l'a pas du tout expliqué aux gens. Et surtout, ce qui s'est fait par défaut sur le système informatique des impôts, c'est que ça a mis le même taux pour tout le monde. Et donc, en fait, il faut faire la démarche d'aller sur le site des impôts, de décocher pour demander à avoir un taux qui correspond exactement à vos revenus. Et donc, moi, ce que j'aurais aimé... Par défaut, c'est le taux individualisé et il faut... demander le taux personnalisé. Et moi, ce que j'aurais aimé, ce qui aurait été, mais vraiment, c'est tout simple, hein, ça aurait été que ce soit l'inverse, que le système par défaut soit déjà personnalisé et que les gens qui voulaient être imposés de la même manière demandent à l'être. Mais donc, on a fait ce qui était le plus injuste, on l'a mis par défaut pour tout le monde. On n'a pas informé les gens. Il y a plein de femmes qui sont pas allées regarder. Les gens ne savent pas, quoi. Voilà. Et donc, il faut juste aller, connectez-vous sur le site des impôts et aller vérifier à quel taux vous êtes. Parce que, il y a un autre truc, il y a ce qu'on appelle la conjugalisation, comme tu es obligé de déclarer tes impôts ensemble, ce qui est un peu absurde, celui qui gagne plus, forcément son taux d'impôt moyen il va baisser parce que l'autre le tire vers le bas dans sa moyenne. Sauf que comme là c'est l'impôt à la source, et du coup eux ils font 50-50, mais si ça se trouve, vous ce qui vous semblait plus juste avant, peut-être que vous faisiez, j'en sais rien, 60-40, sauf que là tu le vois plus parce que c'est invisible, c'est déjà pris dès la source, quoi. Ouais. Et c'est un vrai sujet. Et en plus, alors ce truc de conjugalisation de l'impôt, c'est un mot un peu barbare, mais en gros, le système français considère que le couple, c'est au-dessus de tout, quoi. Donc, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas me marier ni me paxer, c'est que j'avais pas du tout envie de faire une déclaration d'impôt commune. Ça me dérangeait. Et le jour, on me disait, mais par exemple, au Danemark, ça existe pas, quoi. Au Danemark, même si t'es marié, chacun paye son impôt individualisé. On tient compte juste. Et cette histoire de conjugalisation, on en a beaucoup parlé récemment en France sur l'allocation adulte handicapé. Parce que on demandait à ce que elle est conjugalisée. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui pourraient la toucher, qui sont mariées, qui ont un conjoint qui gagne plus de je sais pas combien, n'ont pas le droit à leur allocation parce qu'on considère que c'est pas grave, elles ont un mari qui va s'occuper d'elles. Et donc on demande à ce que ce soit plus conjugalisé et que donc voilà, on puisse chacun avoir et qu'elles puissent avoir accès à leurs allocations, peu importe leur statut marital. Sinon tu as une relation de dépendance, si tu es dans une relation toxique ou quoi, c'est chaud, quoi. Donc soit effectivement on vous conseille d'aller sur le site des impôts et de choisir le taux individualisé, donc il sera spécifique à vous plutôt que le taux par défaut qui est personnalisé, qui est un très mauvais nom parce qu'en fait c'est la moyenne de vos 2 taux. Oui, à chaque fois je confonds les deux en plus. Enfin bref, regardez, vérifiez. Oui, c'est pour ça que là j'ai bien mes notes, donc je spécifie pour les gens parce que ils ont été très bêtes quand ils ont choisi les noms. Mais il y a une autre option à mon avis parce que quand même au global, si vous prenez le taux moyen, à savoir le taux individualisé, vous allez quand même payer moins que la somme des deux. Donc ça peut être de dire on garde ça, mais vous discutez avec ton partenaire pour savoir rembourser la différence ou au moins avoir une discussion, quoi. Je vais payer un peu moins de courses ou je sais pas quoi. Donc voilà un peu, il y en a plein d'autres des exemples, mais pour te montrer un peu plein de manières dont ça peut te faire perdre beaucoup d'argent et en plus créer des conflits, etc. Maintenant, j'ai envie d'expliquer, en fait, s'il y a tous ces problèmes, et c'est surtout parce que c'est tabou. C'est tabou dans la société, mais encore plus chez les femmes. Pourquoi, selon toi, c'est encore plus tabou chez les femmes ?
Parce que c'est vrai, sur la construction sociale de la féminité, il y a quand même vraiment l'idée, alors c'est intéressant, c'est Michel Perrault que j'ai interviewé pour le podcast qui me disait la féminité c'est le don. Et en fait, on a construit la féminité d'un point de vue social sur cette idée de la femme, elle est là pour donner. Alors, elle est là pour donner son corps d'abord, son lait maternel, etc., pour donner son temps, pour être dans le soin des autres, c'est une forme de don. Et donc, quand tu es sur du calcul, et ben forcément, tu es sur un truc où tu défends ton intérêt et ça passe sur quelque chose d'un peu égoïste et donc tu n'es plus du tout dans le don là. Donc t'as vraiment socialement, on nous apprend, enfin notre définition de la féminité est exactement à l'inverse de la démarche de se dire ok comment je défends mon intérêt au sein de mon couple, de ma famille, etc. Donc ça c'est compliqué et ce qui est intéressant c'est que quand j'ai parlé à une autre militante féministe qui s'appelle Christine Delphi qui a beaucoup travaillé sur l'exploitation ménagère, Delphi elle me disait non la féminité c'est pas le don, la féminité c'est un dû. Et je trouvais ça intéressant aussi comme approche, c'est-à-dire que c'est pas qu'on considère que les femmes donnent, c'est qu'on considère qu'elles doivent donner et qu'en fait oui, c'est dû, elles doivent le faire à la société. Et en fait on n'a pas le droit de compter, de défendre nos intérêts personnels. Parce qu'on doit aux autres de s'occuper d'eux et de les faire passer avant nous. On doit toujours passer en second. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça fait déconstruire quand même des stéréotypes derrière qui sont assez profonds et de se dire, ok, si je décide de changer les finances de mon couple et d'avoir une discussion là-dessus, derrière, oui, je remets en question quand même quelque chose de très fondamental sur c'est quoi une femme dans un couple hétéro. C'est impressionnant de voir à quel point c'est genré et effectivement, comme un mec qui va être plus sociétalement invité à ramener de l'argent, à avoir une belle carrière et la femme à s'occuper des enfants, des tâches ménagères, etc. Forcément, les dépenses qui sont liées, c'est le mec qui va être plus dans une vision de ramener de l'argent, donc il va plus facilement investir. Effectivement, tu disais payer la voiture ou l'appart ou la maison. Et inversement, la femme, dans un couple hétéro, encore une fois, va plus être du côté des dépenses et voilà, et des choses qui n'auront aucune valeur patrimoniale sur le long terme de acheter des couches et du lait, quoi. Et tu le dis aussi, effectivement, comme on éduque les filles à la charge émotionnelle, donc effectivement, prendre soin de la relation, de pacifier les relations, arrondir les angles, ce qui fait que même quand elles se font entuber, tu vas rien dire parce que tu préfères avoir la paix sociale que quelque chose de vraiment juste, quoi. Et c'est compliqué. C'est pour ça que ça fonctionne vraiment avec les tâches ménagères. L'idée de possiblement générer une engueulade, en plus sur un truc totalement égoïste. Les femmes dans le couple, elles vont accepter de générer une engueulade si c'est pour défendre les intérêts des enfants, par exemple. Là, effectivement, elles vont se dire, ok, on a un désaccord sur l'éducation, sur un truc qui considère sur les enfants, ça vaut le coup, ça mérite une engueulade. Si c'est de défendre mon intérêt à moi personnellement en tant qu'individu, elles vont moins le faire. Et ça transparaît très bien. Donc c'est des sujets qui vont apparaître au moment où l'engueulade est déjà là, en général au moment de la séparation. Et là, effectivement, l'argent rentre en ligne de compte. Et tu dis, par exemple, au niveau des successions, souvent, comme il y a déjà des inégalités dans la société de revenus, par exemple, si, il y a des parents qui meurent qui ont un garçon et une fille, et que le mec a statistiquement plus souvent un meilleur salaire et un meilleur patrimoine, par exemple, c'est plus lui à qui on va donner la succession de l'entreprise ou d'un patrimoine immobilier, et on va donner l'équivalent à la fille, parce que de toute façon, elle pourrait pas payer l'entretien de la maison la plupart du temps. Sauf que dans le temps, forcément, cette maison ou cette entreprise, c'est un actif, donc il va prendre de la valeur, alors que de l'argent, au contraire, il en perd avec l'inflation, quoi. Donc il y a un accroissement des inégalités, encore plus dans les successions. C'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Ouais, et il y a aussi les donations du vivant des parents. En fait, on s'est rendu compte que il y a davantage de donations aux fils qu'aux filles. Et ça, pareil, en fait, plus on te donne tôt dans ta vie, et oui, plus tu vas faire fructifier, etc., plus c'est intéressant. Mais parce que, mais c'est de manière complètement inconsciente, il y a quand même l'idée de le fils, il faut l'aider à lancer son affaire, à s'installer, à tout ça. Alors que la fille, elle va se mettre en couple et quelque part, on va considérer que c'est son couple qui va s'en occuper, quoi.
Et t'as le droit de donner plus d'argent à un enfant qu'à un autre? Alors, tu n'as pas le droit, et c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fisc. Non, t'as pas le droit. T'es censé donner autant. Mais donc, très souvent, on va minimiser la valeur de ce qu'on donne, par exemple, au fils aîné. Okay. Et tout le monde le sait, genre, ça vaudrait, en vrai, ça vaut 50 000, et on va dire officiellement que ça vaut 30 000 parce qu'on ne peut pas donner plus que 30 000 à la fille. Donc, on lui donne 30 000, elle sait que ça vaut moins, tout le monde le sait, etc. Mais on se dit, on n'a pas d'autre solution, ou alors ça serait de tout vendre. Et dans ce cas-là, c'est le fisc qui va nous prendre plus d'argent. Donc, on veut pas. D'accord. Tout le monde accepte que oui, qu'on minimise la valeur des biens, etc. C'est pour le bien commun, mais n'empêche, c'est quand même entaché d'une grosse inégalité, quoi. Okay. Oui, pour que, tu vois, la maison de famille reste dans la famille, et puis c'est le fils aîné qui va avoir la maison de famille, quoi. La maison de famille à 50 000 €, c'est pas mal. Du coup, maintenant, on voudrait vous donner plein de conseils pour avoir une relation plus saine à l'argent dans votre couple. Donc toi, par exemple, tu disais effectivement, vous avez mis en place un compte joint avec... en tout cas, nous, wow. Ouais, on a fait ça, c'est incroyable. Oui, bah, on reprend. Oui, bon, on part pas tous du même endroit. Donc, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont là. Ah merde, c'est vrai que bon, ok, je sais qu'il faut que je le fasse. Nous, je sais que par exemple, on a un compte joint et un compte perso parce que c'est ça qui nous correspond. On est tous les deux assez indépendants et donc tout ce qui est charges communes, loyer, j'en sais rien, assurance, courses, etc. C'est sur le compte joint et nos kiffs perso, c'est sur nos comptes perso, quoi. C'est ça qu'on a aussi. Mais donc nous, enfin moi je me suis amusée parce qu'à la fin j'aimais bien. J'ai regardé toutes nos dépenses exactement. Tu vois, j'ai fait la liste de tout, internet, l'assurance de l'appart. Enfin j'ai vraiment tout compté, la cantine, le centre de loisirs des enfants, le judo, le truc, le machin. J'ai tout listé et donc j'ai regardé combien ça fait. J'ai fait une moyenne mensuelle et donc j'avais une certaine somme. Et je me suis dit ok, qui paye combien là-dessus? On en a discuté et donc on a mis en place des virements automatiques de chacun de nos comptes vers le compte commun et où là, ça prend effectivement pour tout ce qui est en commun. Après, tu as des questions supplémentaires, tu vois. Je sais pas, genre les cadeaux d'anniversaire des enfants. Tu dis compte personnel, compte joint et voilà. Enfin, tu vois. Puis il y a des fois, je dis non mais ça, j'ai très envie de lui offrir, c'est un peu cher. Oui, je vais toi, le payer avec apparemment, t'as une argent. addiction à offrir des livres pour enfants à tes enfants. Oui. Donc ça, je fais avec mon compte perso, tu vois. Et est-ce que quand vous avez fait ces comptes-là, du coup, après vous vous êtes dit, attends, c'est pas normal qu'il y en ait un qui paye plus que l'autre, et vous avez fait des ajustements par rapport à ça? Alors en fait, je payais plus. Enfin, il y a plein de trucs que je payais de fait parce que je faisais et comme on n'avait pas de compte commun, je payais. Donc ça a rétabli la balance. Et ouais, non, ça. Enfin, vraiment, je m'en lasse pas. Maintenant que j'ai la carte bancaire du compte joint. À chaque fois, je la dégaine, je suis là, yeah, compte joint. Et c'est fou comme sentiment. J'adore. C'est trop drôle au resto à chaque fois, ils sont là, on prend tout et tout, et je suis là, c'est madame qui vous invite, non, c'est le compte joint, c'est juste ça. Et tu dis aussi, maintenant, vous faites des rendez-vous compta. Alors, ça sonne pas très sexy, mais une fois par mois, voilà, juste vous poser pour parler des comptes et... Alors, en fait, non, on les fait pas. Parce non, ça l'angoisse toujours, donc ça c'est compliqué. Donc je me fais des rendez-vous compta à moi-même et je regarde et tout va bien. Mais non, ça reste compliqué. Donc toi, tu t'es transformé sur l'argent, mais lui pas encore. Pas complètement. Et ça l'a aidé, toi, le travail que t'as fait? Je suis pas certaine, quoi. J'ai pas l'impression que non, ça l'angoissait, ça l'angoisse toujours. Je lui dis mais tu regardes un peu le compte joint et tout. Il me dit non, je regarde pas, je veux pas voir. Donc voilà. Non, après, moi ça m'a aidé, tu vois, mais. Ouais. C'est souvent lié à nos croyances, à notre histoire personnelle ou quoi. Voilà, toi tu disais que t'as grandi un peu dans la pauvreté et du coup forcément t'as ce côté-là où t'as peur de manquer, donc tu préfères ne pas savoir parce que t'as peur que tout s'écroule. Et on a tous un peu des croyances un peu tordues et qui nous limitent quoi par rapport à l'argent. Mais au moins du coup dans votre couple, si on peut te faire confiance, a priori déjà c'est plus sain qu'avant quoi. Oui, il y a cette question-là. Alors j'ai pas grandi dans la pauvreté. J'ai eu ce truc un peu bizarre. Je suis devenue pauvre à un moment. Donc j'ai grandi dans une famille tout à fait normale, moyenne, pas du tout friquée, mais après à un moment j'ai été pauvre. Et je pense que oui, ça génère des trucs de superstition par rapport à l'argent un peu bizarre. Mais en fait, juste le fait d'avoir une discussion là où nous, alors moi je vis pas, donc moi ça a changé mon rapport à l'argent, mon conjoint pas trop, mais le fait qu'on ait
je pense que j'avais pas conscience à quel point ça le stressait avant qu'on en parle, vu qu'on n'en parlait pas. Et donc, j'ai découvert au bout de 10 ans de vie commune, genre, ah ouais, mais en fait, ça te met vraiment mal, quoi. Et juste de pouvoir se dire, ok, donc voilà, ça t'angoisse pour telle et telle raison. Déjà, ça a vachement assaini les choses. J'ai compris pourquoi ça le crispait, etc. Donc, il est toujours crispé, mais au moins, on sait qu'il est crispé. Et c'est déjà un mieux, quoi. Bah ouais, carrément. Puis au moins, si le jour il y a un problème, voilà, t'arrives pas en terrain miné. Ouais. Un autre enjeu énorme, c'est au niveau politique idéalement, mais aussi au niveau individuel, de former les femmes notamment, voilà, à l'économie, à l'épargne, à comment est-ce qu'on met de côté, on investit, et effectivement à ces questions-là aussi de sexisme dans le couple, quoi. Oui, bah ça c'est toujours pareil. Ça veut dire se faire à soi penser à ses intérêts et se désolidariser quelque part de la cellule familiale. Donc ça c'est compliqué. Mais après, je pense que même de manière générale, il y a une éducation à l'argent, alors qui est compliquée. Tu vois, sur la question pourquoi les féministes on s'empare assez peu du sujet. Je pense qu'il y a quand même un côté, on est féministe, on est plutôt de gauche. L'argent, c'est pas trop notre sujet a priori. Moi, dans l'idéal, si on pouvait arrêter le système capitaliste, je serais hyper contente. Et du coup, je me dis, bah oui, mais puis je suis contre le système capitaliste, donc je m'intéresse pas aux questions d'argent. Bah, en fait, c'est idiot, quoi. Donc non, il faut quand même s'y intéresser. On est quand même dans ce système-là, donc voilà, à un moment, il faut regarder de plus près. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois autour de moi les femmes qui se sont un peu lancées dans ces questions-là. Ça a été par le biais, par exemple, écolo. Ça a été de se dire, pas je veux me faire de l'épargne, mais je veux être dans une banque qui est plus propre et où mon argent est utilisé d'une manière qui me paraît plus en accord avec mes principes. Et donc, c'est en passant par ce biais-là qu'elles se sont dit, ah bah tiens, alors on va regarder comment ça fonctionne, le livret A, le truc, le machin. Et elles ont changé les finances, mais en passant par cette idée de, ok, quels sont mes principes dans le système capitaliste, comment je joue avec, quoi. Ouais, trop bien. Oui, j'avais fait une vidéo avec la Nef, là je viens d'en faire une avec Mimosa qui va sortir, où tu peux investir dans l'agriculture et l'alimentation de demain, donc un peu éthique et rentable. Effectivement, un autre point qu'on a évoqué, du coup, c'est celui qui gagne le moins d'argent, du coup, c'est plus smart de participer aux gros achats pour avoir des preuves en cas de séparation et qu'il soit moins lésé, pas pour entuber l'autre, mais pour qu'il y ait des preuves de sa participation. Et oui, et puis plus généralement, militer pour une imposition sur l'individu et pas le foyer. Parce qu'en plus, tu te dis, ça ferait gagner des sous à l'État, quoi. Mais on préfère que en vrai, la plus grosse niche fiscale, c'est le couple hétéro, c'est l'homme qui est avec une femme qui fait les tâches ménagères et qui travaille à temps partiel. En fait, ça, c'est une vraie niche fiscale énorme. Et on pourrait répartir cet argent de manière beaucoup plus juste. Alors bien sûr qu'il y a des couples, encore une fois, hétéros, où c'est la femme qui gagne plus, mais majoritairement... en gros, l'État paye quelque part pour que les plus riches, donc souvent les mecs, gardent leurs privilèges, quoi. Et ils perdent de l'argent là-dessus, quoi. Genre, c'est ouf. Et j'aimais bien le point aussi que tu disais que, faut juste oser parler d'argent et non seulement des fois parce que si t'as pas du tout la même vision, tu interviewé quelqu'un dans le podcast, vaut mieux le savoir assez tôt, quoi. Et surtout que en tant que femme notamment, défendre tes intérêts, même en tant que mec, ça fait pas de toi une mauvaise personne, quoi. C'est au contraire, en tant que femme, c'est même un hommage, ou on dit fémage, je sais pas, aux femmes qui sont battues pour tes droits, en fait, quoi. Ben oui, c'est important. Voilà, si ça peut vous déculpabiliser de vous dire non, mais vous ne le faites pas pour vous d'un point de vue personnel, vous le faites pour toutes les femmes qui se sont battues pour qu'on ait une autonomie économique et financière. On peut le dire comme ça. Dites-vous que vous le faites pour Simone de Beauvoir. Et voilà. En fémage à Simone de Beauvoir, ayez cette discussion dans votre couple. Ouais. Ou plus terre à terre, potentiellement, pour vos éventuels enfants, quoi. T'as l'exemple d'une nana qui se fait complètement arnaquer dans son divorce par son mari, qui gagne beaucoup plus d'argent et qui décide d'arrêter de lui payer la pension et qui lui fait du chantage, etc. Et qui, en fait, lui, du coup, il rince son gosse de jouets et d'une voiture immense et tout ça. Et elle a vraiment l'impression d'être une mère indigne parce qu'il gagnait plus qu'elle, mais en fait, il l'a vachement précarisé. Et au-delà de l'impact que ça a sur toi, je trouve ça vachement plus facile de se dire, si t'as du mal à être égoïste, c'est pour mes gosses, en fait. J'ai envie de pouvoir subvenir à leurs besoins et de leur offrir le meilleur, quoi.
Ouais, puis je pense que c'est intéressant aussi de se prendre les choses sous l'angle et l'expression est très récente, des violences économiques. De se dire que, en fait, il y a plein de formes de violences différentes dans les couples et la violence économique, ça existe. On commence à en parler, mais c'est assez récent. Et notamment dans les séparations, il y a vraiment des cas, c'est effectivement ce que tu racontes, où il lui verse une pension, mais elle sait jamais, il y a des mois, il lui verse pas, ou il lui verse moins, et puis c'est jamais à la même date, etc. Cette espèce d'incertitude, en fait, c'est un moyen d'exercer une violence sur elle. Et violence qui est pas que psychologique, quoi, qui est physique, parce que ça fait que pour payer son loyer, après, c'est compliqué. Loyer, ouais. Et donc, c'est des vraies formes de violence, et se dire que si depuis le début de votre histoire, vous parlez de ces histoires d'argent, eh ben, il y a moins de risques que vous soyez victime de violences économiques plus tard. Et donc, ça peut être aussi un moyen de prévention contre des violences. Je pense que ça peut être intéressant de se dire, OK, c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut l'aborder. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu dis, faut pas parler de pension alimentaire parce que c'est pas un revenu que le père file à la mère ou que la mère file au père. C'est une contribution aux dépenses de l'enfant, quoi. Enfin, aux dépenses liées une contribution alimentaire. Quoi. Ouais. Ah ouais. Donc c'est quand même pas du tout la même chose. Et sur un plus petit niveau, peut-être pour les gens qui sont pas mariés au pacsé ou un peu plus jeunes, effectivement, niveau charge mentale et argent, le tout premier épisode de Soif de sang, c'était avec Colline de Tape en CA. Et j'étais trop content parce que après l'épisode, il y avait plusieurs mecs qui m'avaient écrit pour me dire que ils avaient proposé à leur copine de payer la moitié de leur pilule, voire la totalité, parce que de base, il y a cette charge contraceptive qui repose beaucoup sur la femme. Encore une fois pour des biais sexistes, parce qu'on a vachement plus réfléchi la recherche a vachement plus été faite par des mecs pour que ce soit les femmes qui prennent la contraception plutôt que les mecs. Sauf que du coup, comme c'est genré de ce côté-là, du coup, c'est souvent elle qui paye, alors que y a pas de raison que ça permet aux deux de pas avoir d'enfants, quoi. Et du coup, donc toi, grâce à ton podcast, vous avez organisé vos finances. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça maintenant? Écoute, c'est une révolution que j'ai commencée donc en finissant ma biographie de Balzac. En écrivant cette biographie de Balzac. Côté boulot, j'ai à ce moment-là décidé d'avoir une agente. Et l'air de rien, en fait, je me suis dit, je suis nulle sur ces questions, je ne sais pas négocier. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, je ne sais pas le faire, j'y arrive pas. J'ai dit, mais il y a des gens qui savent hyper bien le faire. Donc, je vais prendre quelqu'un qui va s'en occuper à ma place. Et donc, c'était vraiment, et ça a été, tu vois, un premier changement d'attitude où je me suis dit, bon, voilà, je vais déléguer ce que je sais pas faire, mais parce que je considère que c'est quand même important et que j'en ai marre aussi de me faire arnaquer. Donc c'est super, j'ai mon agente, j'ai Ariane qui s'occupe sur tout le côté professionnel. Et c'est vrai que... Oui, pardon, parce que tu avais tellement peur de l'argent que tu avais des clients qui te payaient pas et tu le savais même pas, quoi. C'est même pas que tu osais pas les relancer, c'est que... Oui, je pense que il y a des journaux qui me doivent des piges depuis 10 ans et mais j'ai laissé tomber. Et donc la suite logique était de voir comment ça se passe dans mon couple. Et c'est vrai que le fait de tout mettre à plat, en fait, c'est vraiment cette idée de brouillard tout à l'heure, tu vois, dont on parlait. Ouais. Ça m'a soulagée. J'ai arrêté d'avoir l'impression que la terre entière me volait de l'argent parce que maintenant je fais mes comptes et que je sais exactement. Ça m'arrive tellement souvent. Mais tu sais, ce truc de mais je suis sûre. Et en fait, tu vérifies, non, tu vois. Mais voilà. Moi, je fais les comptes tous les mois. À chaque fois, je suis là, mais c'est quoi ces 100 € là? Il y a quelqu'un qui a eu ma carte bleue, je sais pas quoi. Et après, t'es là, non, en fait, c'est cet achat que j'avais complètement oublié. Typiquement, moi, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il y avait une ligne à chaque fois. Je me suis dit, mais c'est qui a pris sur ma carte bleue et tout. Et en fait, c'était la RATP, tu vois. Mais parce que ça s'appelle pas la RATP sur ton relevé de compte. Donc voilà, cette impression qu'on te vole de l'argent, au moins ça va mieux en surveillant. Et ça il y a un côté, alors j'aime pas ce terme de empouvoirment, mais quand même, tu vois, de reprendre le contrôle et d'avoir une vision dessus, déjà quand même tu te sens mieux, quoi. Donc en soi, j'ai pas plus d'argent, mais au moins je sais ce que j'ai concrètement et je sais comment je peux mettre de côté, etc. Je pense que ça influence vachement nos comportements, de savoir à quel point on est dans le rouge ou dans le vert, j'en sais rien, t'autoriser à investir dans un agent ou dans ton boulot ou dans des vacances ou dans une babysitter ou je sais pas quoi, alors que peut-être tu te serais pas permis si tu savais pas que en fait t'as cet argent, ou inversement si t'es ric-rac, faire plus d'efforts à ce moment-là avant que ce soit trop tard ou plus compliqué, quoi. Avoir une vue d'ensemble sur son argent permet de
prendre des décisions plus adaptées à ta situation, tout simplement, quoi. Sinon, t'es juste là, au pifomètre, et en fait, t'es dirigé par les croyances de tes parents, souvent, quoi, qui sont plus du tout adaptées, parce que voir tes grands-parents, juste eux, ils ont grandi dans un monde où potentiellement ils étaient soit plus pauvres, soit il y avait il y avait plus de ruptures alimentaires pour nos grands-parents, des trucs comme ça, et sauf que c'est quand même moins d'actualité pour l'instant, quoi. Ouais. Alors maintenant, moi, je suis au stade où je reçois tous les matins un relevé de l'état de mes comptes. Ah ouais, Quand je me lève le matin et je prends mon téléphone, le premier mail que j'ai, c'est combien j'ai parce que j'ai ouvert plusieurs trucs. Hein. Maintenant, j'ai un livret d'épargne, un compte épargne logement, etc. Et j'ai combien j'ai et les dernières opérations. Ouais. J'ai mis en place une application qui vérifie tous mes comptes, etc. Ok. Oui, tu dis qu'il y a une appli qui t'a vachement aidé. Elle s'appelle comment pour Alors, mais je sais pas si c'est la mieux parce que j'ai pas essayé les autres. Moi, j'ai essayé Bankin. Okay. Et parce que l'intérêt, c'était que moi, j'ai mon compte individuel dans une banque et le compte commun dans une autre banque. Et en fait, le fait d'avoir une appli qui est pas l'appli de ta banque, ça te permet, tu vois, tu mets tous les comptes et voilà, et ils te font un récap de tout. Ok. Et tout à l'heure on disait des fois on est parano et on se dit mais qui c'est qui me vole des sous, mais des fois aussi ça va être tout con, tu vas te rendre compte que en fait ça fait 2 ans que tu payes un abonnement que j'en sais rien pour Canal+, alors que tu regardes plus du tout Canal+, quoi. Donc des fois tu peux vraiment gagner de l'argent aussi, quoi. Et du coup oui, j'ai l'impression que toi ça t'a aidé aussi à placer et à investir ton argent. Oui, alors après c'est un peu un sujet qui m'obsède en ce moment. Je me dis, avec le grand effondrement qui nous menace. Oui. Non, en fait, c'est une vraie question. Quand t'es pas très riche, que tu peux mettre un peu d'argent de côté, mais pas non plus des masses, il y a un moment où tu te dis, mais attends, de toute façon, dans 10 ans, Bruno Latour, il a dit qu'il nous restait 10 ans, grosso modo. Est-ce que j'ai pas plus intérêt de le dépenser pour me faire plaisir plutôt qu'économiser pour un truc où de toute façon, le système va s'effondrer. Enfin, bref. Donc j'ai beaucoup de questions là-dessus et les banquiers ne savent évidemment pas nous répondre. Hein, donc oui, parce que tu peux te dire l'inverse aussi, que du coup vu que les États, avec le Covid et sûrement les crises à venir font de plus en plus marcher la planche à billets, du coup il y a de plus en plus d'inflation, donc ton argent vaut de moins en moins, donc faut l'investir, quoi. Mais ouais, c'est un vrai sujet, et en tout cas ça peut être une porte d'entrée pour t'intéresser à ce sujet-là, parce que souvent ne pas épargner, ne pas investir, en fait ça aggrave les inégalités que tu subis peut-être déjà, quoi. Trop bien. Et un dernier conseil, effectivement. Donc là, on a fini sur des trucs très pratico-pratiques, mais je trouvais ça important de redire ce que tu évoques dans le podcast, que le premier truc avant tout, c'est de parler avec ton partenaire ou tes partenaires, si t'es polyamoureux, de tes croyances en fait par rapport à l'argent, parce que sinon ça sert à rien de mettre en place un compte joint ou des trucs un peu techniques si en fait vous savez pas quelle est l'histoire de l'autre par rapport à l'argent, et de chacun raconter son histoire avec l'argent. Ah oui, il y a vraiment, puis c'est tellement lié à la famille, à plein de choses. C'est un truc tellement personnel. Évidemment, il faut en parler, il faut se raconter ça pour réussir après à c'est tellement douloureux en fait, ça rend les gens fous. Je pense qu'on a vraiment des rapports complètement irrationnels à ces histoires d'argent. Qu'une fois qu'on a parlé du côté irrationnel, on peut discuter de manière rationnelle. Mais il faut d'abord passer par le côté, ok, tous tes traumatismes, on va en discuter. Et puis après, voilà, on peut faire les comptes. Ouais, moi je sais que ma chérie, elle pleurait à chaque fois qu'on parlait d'argent. Et donc, moi j'étais tout perturbé. Et oui, en fait, comme c'était tellement tabou, et pour elle, c'est tellement important d'être indépendante que, un peu comme toi, elle préférait ne pas aborder le sujet. Et donc, tu avais une charge émotive par rapport à ça. Et en fait, maintenant, on en parle hyper facilement, et voilà. Mais c'est sûr que ça a pris un peu de temps et d'éducation surtout, quoi. Voilà, merci beaucoup Titiou. Allez écouter Rends l'argent. C'est bourré de pépites qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent et vous éviter beaucoup de problèmes. Et j'adore le travail de Titiou Lecoq. Donc, vous aurez un 2e épisode avec cette merveilleuse personne dès la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir.